Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Après avoir fait le point sur les causes et les effets de la sécheresse et du réchauffement climatique dans les tomes 1 et 2, dans ce tome 3, j'ai cherché quelles solutions avaient été trouvées pour répondre à ces nouveaux enjeux. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Réduire les effets de la canicule dans les villes commence par la végétalisation urbaine. On sait que les arbres sont indispensables pour renouveler l'air pollué d'une grande ville. Les grands arbres pourraient retenir jusqu'à 5 tonnes de CO2 par an et 20 kg de poussière. Et là, j'ai trouvé un arbre étonnant, le Paulownia. Il peut absorber 10 fois plus de CO2 que les autres arbres. Il est capable de pousser même dans des sols pollués par des métaux lourds. En absorbant ces substances, il permet donc de récupérer des terres difficilement exploitables. Il grandit très vite. En 4-5 ans, il peut atteindre 35 cm de diamètre et 15 mètres de hauteur. Avec son système racinaire qui peut atteindre 8 à 9 mètres de profondeur, il est souvent utilisé pour stabiliser des zones à risque d'érosion ou de glissement de terrain. Il ne subit pas les attaques des termites et autres insectes. Le bois du Paulownia a une faible teneur en humidité et comme sa quantité de résine est très basse, son risque d'incendie est très faible. Son bois léger et solide sert également à la fabrication de meubles, de palettes ou de lambris. Il absorbe à peine l'eau et donc les pièces ne se déforment pas lorsqu'elles sont exposées à l'humidité. Les feuilles du Paulownia sont très grandes et fibreuses la première année. Elles sont riches en protéines, jusqu'à plus de 20%, et en microéléments, avec une bonne digestibilité. Elles sont souvent utilisées dans l'alimentation animale pour les bovins, ovins et caprins. Mais elles sont aussi souvent utilisées pour la production de biocarburants. Le miel de Paulownia, de qualité remarquable, est clair, transparent, léger et parfumé, de couleur et de texture comparables au miel d'acacia. Une plantation peut produire plus de 500 kg de miel à l'hectare. C'est un arbre qui pourrait résoudre pas mal de problèmes en ville, mais aussi dans les zones détruites par les feux, comme en Gironde. Donc, les végétaux contribuent à la dépollution des eaux, du sol et de l'air. Ils préviennent les inondations en contribuant à l'évacuation des eaux pluviales. Ils assurent une régularisation naturelle de la température, comme sur les toits végétalisés. Les espaces verts favorisent la biodiversité au sein même d'une ville. La végétation améliore l'acoustique d'un espace clos. Elle permet une baisse de la résonance et donc de la nuisance sonore. Et enfin, les espaces verts contribuent à l'amélioration du bien-être individuel et collectif des individus. Vivre à proximité des espaces verts réduirait le nombre de maladies
tels que le stress, l'anxiété ou encore l'asthme. Ils encouragent aussi les activités physiques. Mais ce n'est pas tout. Les espaces verts sont aussi source d'emplois locaux. En effet, il faut des personnes pour mettre en place ces infrastructures et pour entretenir toute cette verdure. De plus, une ville verte fait parler d'elle. Un exemple de revégétalisation urbaine, le boulevard Pasteur à Paris. Donc, les végétaux ramènent de l'humidité. Mais comment aider la végétation à tenir par manque d'eau et pour qu'elle résiste face au feu et aux intempéries? La Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel et l'initiative de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. Cette initiative a pour but de transformer la vie de millions de personnes en créant une mosaïque d'écosystèmes verts et productifs. Initialement conçu comme un long couloir de 15 km de large, traversant tout le continent africain sur 7800 km et passant par 11 pays, cette muraille doit relier Dakar, au Sénégal, à Djibouti. Cela représentera environ 117 000 km² ou presque 12 millions d'hectares. Pour atteindre l'objectif de restauration de 100 millions d'hectares de terre à l'horizon 2030, les États membres de l'initiative doivent restaurer plus de 8 millions d'hectares par an. Un budget annuel de 4,3 milliards de dollars serait nécessaire. Les différents projets de la Grande Muraille n'ont reçu que 870 millions de dollars de financement étranger sur les années 2000-2020. Les 11 pays africains ont déclaré avoir injecté eux-mêmes 53 millions. L'instabilité politique de la région est l'autre frein. Les Burkinabés sont devenus les champions du Zaï, hérité des Dogons maliens. Ils ont réhabilité plus de 3 millions d'hectares de terres stériles, en bénéficiant de meilleures récoltes de sorgho ou de mil. La désertique Érythrée a planté près de 130 millions d'arbres et développé les cultures en terrasse qui retiennent terre et eau. Elle a misé sur le futur et a formé plus de 62 000 agronomes. Pour aider la reforestation, le Politerre pour l'agriculture et la reforestation, un antidote au dérèglement climatique. Lorsque les scientifiques du GIEC ont alerté sur l'accélération du réchauffement climatique, l'Union africaine et 11 pays du continent se sont lancés dans un projet titanesque. L'objectif est de stopper la désertification du Sahel en restaurant 100 millions d'hectares de terres dégradées. Lancée en 2005, cette initiative devrait prendre enfin de l'ampleur dans les années qui viennent. En effet, la COP26 à Glasgow a promis de financer ce rideau de verdure à hauteur de 143 millions de dollars d'ici 2025. Mais comment réussir à restaurer ces terres arides? Car faire pousser ces arbres, c'est préserver la paix, éviter la famine en facilitant la production de nourriture
et la création d'emplois. Testée, validée et homologuée en agroforesterie, la technologie Polyterre, éco-responsable, durable et rentable, a démontré son efficacité et son efficience depuis plus de 25 ans sur l'ensemble des continents. Avec des résultats bluffants, pérennes et durables, le cycle de développement des plantes est accéléré tout en réduisant la consommation d'eau et d'engrais. Repousser le désert, un challenge désormais à la portée de tous. En 30 ans, le désert du Sahara a avancé de 400 km. À titre de comparaison, cela représente l'équivalent de 4 fois la superficie de la France. La surpopulation, le surpâturage et les coupes pour le combustible provoquent non seulement une déforestation massive, mais entraînent aussi des tensions économiques et sociales. Pour enrayer la progression des sables dans ces régions, il faut planter différentes variétés d'acacias et d'autres variétés d'arbres. Le but est de capturer l'azote de l'air pour enrichir les sols naturellement. Les arbres, en stabilisant et nourrissant les sols, recréent un microclimat et autorisent la mise en place de programmes agricoles. Polyterre permet de relever ces défis. Il s'agit en effet du seul hydrofertilisant capable d'apporter aux plantes eau et engrais en fonction de leurs propres besoins. Polyterre assure une reprise quasi totale de ses plantations d'arbres avec un ratio inégalé de près de 100%. Elle accélère leur cycle de croissance jusqu'à 3 fois suivant les variétés. Présentée sous la forme de granulés, Polyterre va absorber l'eau de façon spectaculaire, jusqu'à 300 fois son poids sec initial. Les plantes et les arbres vont avoir à disposition toutes les ressources dont ils ont besoin pour un bon démarrage, puis croître rapidement et se développer harmonieusement. Cet hydrofertilisant, dont la masse gélatineuse fait baisser la température du sol, en supprimant cette source de stress, les végétaux poussent beaucoup plus vite. De plus, à l'intérieur de Polyterre, un engrais spécifique optimise le développement de la masse racinaire. Avec en prime une innovation notable. Polyterre, en se mêlant naturellement aux racines, devient donc partie intégrante de la plante. Cela permet d'atteindre des rendements qualitatifs inégalés, de 50 à 300% selon les cultures. Polyterre est utilisé avec succès depuis près de 30 ans dans plus de 70 pays dans les zones arides et semi-désertiques. Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Namibie, Maroc. Ou dans des programmes de prestige comme le Festival des fleurs de Disneyland Paris et l'île Palmier à Dubaï. Les principales caractéristiques de Polyterre. La fertilisation. On obtient un meilleur rendement de la production avec 30 à 50% d'engrais en moins. L'hydrorétention. On économise de 50 à 80% d'eau en réduisant les pertes par évaporation. L'activation.
Il accélère les cycles de développement des plantes en multipliant le développement des masses racinaires. Il augmente les rendements. La régénération des sols. Il favorise la stabilisation et la fixation des sols, la restructuration de l'humus et l'augmentation de la vie du sol. La biodégradabilité. Il est totalement dégradable naturellement en 3 à 5 ans. La sécurité. Il ne reste aucun résidu dans le sol ou dans les productions. Il n'y a donc aucun danger pour la faune et les utilisateurs. Concernant le changement climatique, la France est peu préparée. La réponse aux événements extrêmes ne se traduit que par des actions dispersées. L'Institut de l'économie pour le climat présente un budget additionnel de 2,3 milliards d'euros par an pour rattraper les retards accumulés. La crise climatique n'offre plus de répit. Rien que pour cette année 2022, en mai, la France suffoquait sous une vague de chaleur exceptionnelle. En juin, elle est touchée par de violents orages de grêle et des précipitations intenses. Ces intempéries ont frappé les 3/4 du territoire, entraînant plus d'1 milliard d'euros de dommages. Et en juillet, les 45 000 hectares qui ont brûlé ne sont pas encore chiffrés. Alors que les conséquences du dérèglement climatique s'aggravent, il est urgent de s'adapter à un climat qui change. La France n'est pourtant pas prête et n'y consacre pas suffisamment de financement, avertit l'Institut de l'économie pour le climat. Aujourd'hui, l'adaptation en France est surtout réactive. On n'anticipe pas et on manque de vision stratégique. Pour preuve, le 14 juin, en pleine canicule, le gouvernement annonce un fonds de renaturation des villes de 500 millions d'euros. Ou alors, au printemps 2021, pour aider les agriculteurs touchés par un gel intense, le déblocage en urgence d'un plan de soutien d'1 milliard d'euros. En résumé, ce que l'on sait, la végétation assure une régularisation naturelle de la température. Dans les zones arides, les arbres, en stabilisant et nourrissant les sols, recréent un microclimat et autorisent la mise en place de programmes agricoles. Le polytère permet de baisser la température du sol au niveau des racines pour supprimer toute source de stress à la plante. Tout ça, on le sait depuis 30 ans. Ce qui fonctionne dans les pays arides, comme Dubaï, pourquoi ne pas le faire chez nous pour empêcher les feux de végétation et la perte de récolte? Au lieu d'attribuer un budget régulier pour l'entretien de la végétation, pourquoi attendre qu'il soit trop tard et d'être obligé de fournir des efforts financiers importants et qui le seront de plus en plus à l'avenir, tellement qu'on ne sera peut-être plus capable de les faire. Maintenant, voyons ce qui existe pour lutter contre les intempéries. Il y a deux logiques. Protéger les cultures contre les intempéries ou agir sur les cultures pour qu'elles se protègent elles-mêmes. Pour protéger les arbres et les grandes surfaces cultivées de l'impact des grêlons, on place des filets horizontalement au-dessus des rangs d'arbres fruitiers et des vignes pour assurer une couverture totale de la parcelle. La présence de filets au-dessus du verger modifie l'environnement. L'effet d'ombrage augmente le taux d'hygrométrie et diminue les besoins d'apport en eau.
Le besoin d'eau sous filet blanc est inférieur de 10% et sous filet noir de 20%. Des essais menés dans le vignoble de Bourgogne ont montré une diminution de 90% des dégâts sur des vignes protégées avec des filets. Le filet anti-grêle, la nouvelle assurance sérénité dans les vignes du Beaujolais. Dans le Beaujolais, les vignes sont peu à peu protégées par des filets anti-grêle. L'investissement peut paraître coûteux, mais c'est le prix de la sérénité et il est efficace. Touchés par un épisode de grêle, seuls quelques grains qui dépassaient en bordure du filet ont été touchés, alors qu'une parcelle non protégée a été touchée à 80%. L'utilisation de filets anti-grêle a donné des résultats probants. En 2019, ils ont sauvé la récolte sur la parcelle protégée, alors que la parcelle témoin a été détruite à plus de 80%. Depuis leur pause en 2018, ils apportent de l'ombre. On a mesuré jusqu'à 30% de lumière en moins dans l'après-midi, avec peu d'écart de température. Résultat, pas de retard de végétation et la vigne souffre moins de stress hydrique. Le filet semble offrir une protection face aux maladies. En 2021, les vignes sous filet ont moins souffert du mildiou. Cette solution a un coût, 15 000 € par hectare avec la pause, avec une durée de vie annoncée de 10 ans. Mais elle présente aussi un avantage en termes de travail. La Sycarex a calculé une économie de 100 heures de travail à l'hectare, puisque palissage et effeuillage ne sont plus nécessaires. La vigne pousse à l'intérieur du filet, installé juste après la taille. Le voile d'hivernage contre le gel testé en vigne d'appellation est validé hors AOC. Hors AOC, un vigneron bordelais démontre l'intérêt de couvrir le vignoble avec un voile d'hivernage, une technique actuellement interdite en appellation, mais qui va y être étudiée. 100% efficace contre le gel, 100% interdit en AOC. Le vigneron bordelais résume ainsi les bons résultats de son essai de voile d'hivernage sur 5 hectares de son domaine, du jeudi 31 mars au mardi 5 avril. En utilisant un voile d'arboriculteur, il a échappé aux dégâts qui n'auraient pas manqué de ravager ses bourgeons avec des températures allant jusqu'à -5 degrés. Il en veut pour preuve les brûlures observables sur la parcelle de 3000 m² de plantation qu'il n'avait pas couverte. De quoi plaider pour une ouverture des appellations à ce mode de lutte a priori plus efficace et moins coûteux que les bougies et autres tours anti-gel. Les arbres aussi peuvent protéger les cultures. C'est l'agroforesterie. L'arbre, par son système racinaire, favorise l'alimentation en eau et en minéraux des cultures de surface. Sur cette photo, en haut, une parcelle en agroforesterie, en bas, une parcelle en monoculture. À votre avis, quelle surface aura besoin d'eau? Autre exemple, depuis 10 ans, un premier cru de Saint-Émilion s'est lancé dans l'agroécologie sur 16 hectares. Entre 80 à 120 arbres fruitiers par hectare poussent au milieu des vignes. Ils ont aussi créé des bosquets pour permettre aux oiseaux de nidifier. Pour éviter 80 ou 90% de pertes de récolte, faut-il en généraliser la pratique? Les assurances
pourraient-elles en prendre une partie à leur charge, si ça peut éviter des remboursements 10 fois supérieurs pour compenser les dégâts? Finalement, c'est le même principe que pour les pare-brises. Vous avez tous vu la pub qui vous dit quand vous avez un impact sur votre pare-brise, votre assurance brise-glace le prend en charge. C'est juste que cela lui évitera de payer plus cher quand il se cassera et qu'il faudra le remplacer. Rappel, de janvier à mai 2022, les intempéries en France ont coûté presque 4 milliards d'euros. Entre le 2 et le 5 juin, les intempéries ont totalisé 940 millions d'euros. Déjà presque 5 milliards, et après, il y a eu les feux. D'ici à 2050, de plus en plus fréquentes, le coût des sécheresses pourrait tripler à 43 milliards d'euros. Et pour les inondations, leur charge augmenterait à 50 milliards d'euros. Donc, au total, près de 100 milliards en 30 ans. L'Institut de l'économie pour le climat liste 18 mesures représentant un budget additionnel de 2 milliards 300 millions d'euros par an pour rattraper les retards accumulés, c'est-à-dire 10% de la note payée par les assurances. Si les assurances lançaient un programme d'aide à la végétalisation, en évitant les effets de la sécheresse, avec des feux incontrôlables ou des intempéries de plus en plus violentes, en diminuant les dégâts, elles économiseraient sur les indemnités. La preuve par l'image. Le cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées, en mai 2000 et en juin 2022. Si l'eau manque ici, elle ne sera pas là. Un pont dans les Pyrénées en octobre 2020 et en septembre 2021. En France, il y a 17 millions d'hectares de forêts, plus de 12 millions d'hectares de forêts privées et plus de 4 millions d'hectares de forêts publiques. Elles absorbent 87 millions de tonnes de CO2 par an. Une forêt en pleine croissance absorbe entre 6 à 16 tonnes de CO2 par hectare. La plantation d'arbres augmentera les précipitations en Europe. Une nouvelle recherche publiée dans la revue Nature Géosciences estime que les précipitations supplémentaires pourraient compenser en partie la multiplication des sécheresses attendues avec le changement climatique. S'il y avait une augmentation de 20% des forêts uniformément dans toute l'Europe, cela augmenterait les précipitations estivales de 7,6% en moyenne. Rappel, en France, il y a 17 millions d'hectares de forêt, donc il faudrait augmenter la forêt de plus de 3 millions d'hectares. Si on rapproche ça avec les informations du Paulownia, le Paulownia peut absorber 10 fois plus de CO2 que les autres arbres. Une forêt en pleine croissance absorbe entre 6 à 16 tonnes de CO2 par hectare. Une forêt de Paulownia absorberait donc 60 tonnes de CO2 à l'hectare au bas mot. Et si on replantait des Paulownias sur les 45 000 hectares brûlés cette année en Gironde, c'est 2 700 000 tonnes de CO2 qui seraient absorbées tous les ans. Et si on le plantait sur les 400 000 hectares perdus depuis 2018, cela représenterait 24 millions de tonnes de CO2 par an, soit un gain de 5%. Depuis 2018, 300 000 hectares de forêt ont dépéri et 100 000 sont partis en fumée. Et déjà 45 000 hectares en 2022. L'humidité ambiante vient en grande partie de la transpiration de la végétation. Pour inverser la tendance,
il faudrait replanter les 400 000 hectares perdus. La sécheresse est accentuée par le manque d'eau. Le manque d'eau est accentué par la baisse des précipitations. La baisse des précipitations est accentuée par la baisse de l'humidité ambiante. La baisse de l'humidité ambiante est accentuée par la sécheresse. Et voilà, la boucle est bouclée. Retrouver une humidité ambiante augmenterait les précipitations, qui alimenterait les réserves d'eau et les nappes phréatiques et diminuerait les effets de la sécheresse. Pour résumer, en 2020, l'État a ouvert une enveloppe de 150 millions d'euros pour replanter 45 000 hectares d'arbres, soit 3 300 euros par hectare. Sur ce calcul, pour replanter les 300 000 hectares perdus depuis 2018, il faudrait 1 milliard d'euros. Pour retrouver le niveau de 2018, il faudrait une enveloppe de 200 millions d'euros tous les ans pendant 5 ans. Et seulement après, on serait dans le positif. Rappel, l'Institut de l'économie pour le climat présente un budget additionnel de 2,3 milliards par an pour rattraper les retards accumulés. Les sinistres climatiques en France ont coûté 69 milliards d'euros pour les 30 années entre 1989 et 2019 et devraient coûter 143 milliards d'euros entre 2020 et 2050, soit presque 5 milliards par an. En juillet 2022, les dégâts sont déjà à plus de 4 milliards. Tous les ans, en investissant 1 milliard, on peut à terme éviter les 5 milliards de dégâts. Les dérives du plan français de plantation d'arbres devant la Commission européenne. Comme le démontre le rapport de l'association Canopée, les financements accordés au secteur forestier pour planter une première tranche de 50 millions d'arbres ont déjà eu de nombreux impacts néfastes. 87% des projets financés fin 2021 par le plan de relance impliquent des coupes rases. Aucune étude d'impact environnemental n'a été réalisée, notamment en zone Natura 2000, qui concerne 25% des projets. Les plantations réalisées sont essentiellement constituées de monocultures ou sont très faiblement diversifiées. Avec un peu plus de 6 000 hectares, le Douglas est l'arbre le plus planté, alors que cet arbre n'est pas bien adapté au changement climatique. La France s'est également engagée auprès de la Commission européenne à intégrer des critères relatifs à la biodiversité dans les plans de gestion forestière d'ici à 2021. Un engagement non respecté. Dans le cadre de la révision en cours des règles encadrant la gestion en forêt privée, cet engagement a été délibérément écarté par le gouvernement. L'Europe sauvera-t-elle les forêts françaises? L'association Canopée a saisi la Commission européenne à propos des dérives du plan français de plantation d'arbres. Selon elle, la promesse de Macron de planter 140 millions d'arbres pourrait conduire à la destruction de 46 000 hectares de forêt en bonne santé. En conclusion, 87% des projets financés fin 2021 impliquent des coupes rases. Donc la bonne intention affichée au départ est détournée en coupant toute une forêt pour la replanter avec les subventions. Comme d'habitude, l'intérêt national est oublié face à l'intérêt financier. Mais là, ce n'est pas seulement la détérioration de notre niveau de vie qui sera impactée, mais le climat et notre autonomie alimentaire.